faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast NBA Extra. C'est le 3e lancement que je fais et normalement c'est le bon. Je suis avec Xavier Vaution et Jacques Monclar pour débriefer ces premiers matchs de premier tour des playoffs. Bonjour messieurs. Hello everybody. Hello Jack. Salut Nico, bonjour le X-Man, bonjour à tous. Ça va être un grand numéro je pense aujourd'hui. Alors on va parler évidemment de toutes les séries en à peu près 30 minutes, donc il va falloir se dépêcher et être clair et concis. Victoire dans le Game 1 de toutes les équipes à domicile sur ce premier tour. Ben voilà, on a fini. C'est la première fois depuis 2013, Xav, que ça arrive. Et ça a commencé par les Cavaliers qui ont mis, pas une petite rouste au Magic, mais en tout cas qui ont largement validé leur statut de tête de série numéro 4, si je dis pas de bêtises. Victoire 1-0 donc des Cavs. Un match entre, a priori sur le papier, deux équipes quand même très défensives, 3e et 7e meilleure défense de la saison régulière. Mais un match où Cleveland a montré qu'il était un peu meilleur partout en fait. Ouais, et les playoffs 2013 dont tu parlais, c'était les premiers qu'on couvrait avec Bean. Tout à fait, c'est vrai. Ouais. Alors, si tu veux, parlons brièvement des Cavaliers. Très honnêtement, j'ai été autant agréablement surpris par les Cavs que désagréablement surpris par le Magic. L'affaire d'expérience là-dedans est certainement, pour pas mal. Je pense que ça peut encore tourner avec les matchs à Orlando, mais effectivement Cleveland logiquement a pris l'avantage dans la série. Il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus, pas mal d'adresses, donc évidemment déjà ça aide. Découverte pour cette équipe du Magic. On peut s'attendre aussi à un match 2, de toute façon comme dans toutes les séries, complètement différent. Le Magic a raté son entrée plus que Cleveland a réussi la sienne, je trouve. Oui, d'accord. C'est pour avoir un truc à dire parce que c'est logique. Déjà pour le manque d'expérience, je suis d'accord, c'est une terre inconnue bien évidemment pour le Magic. Il y avait le côté revanchard par rapport à l'élimination de l'année dernière pour Cleveland qui était exactement dans la même situation et qui la doit passer. Je trouve que la prise de risque de première mi-temps, premier quart-temps notamment, de la part de Cleveland avec Donovan Mitchell dans tous les sens, avec du rythme, avec un Evan Mobley qui mettait dedans à 3 points, avec ils étaient sur l'eau, ils auraient pu prendre la tempête très chère, ils y étaient pas, le Magic. Je trouve que Jamal Mosley, qui a fait un super boulot depuis 2 ans, joue trop petit là. Parce que Gary Harris était débordé physiquement, parce que à l'intérieur, c'est tout ballot ce que je vais dire, hein. Mais en début de saison, alors je sais que ça n'a rien à voir, mais en début de saison, ils ont eu de l'assise quand ils faisaient jouer Bitadzeg à l'intérieur. Et depuis, Banchero est exposé, Wendell Carter a ses qualités, mais ça tient par la marée. Jonathan Isaac est vertical, mais c'est pas très solide. Va falloir être beaucoup plus solide que ça physiquement pour tenir, parce qu'en face, c'est du lourd. C'est un des plus beaux effectifs de l'Est. Et quand ils foutent dedans, ils te passent dessus. Et c'est ce qui est arrivé. Mais le Magic ne peut que mieux faire. Je suis bien d'accord. Ouais, surtout que le problème pour Orlando, c'est que si en défense ils prennent la marée, après en attaque ils n'ont pas forcément de quoi répondre. C'est pas une équipe qui peut suivre mais là t'as Jalen Suggs en attaque. échec, t'as Cole Anthony qui apporte pas grand chose. C'est une équipe un peu avec le frame qu'on a vu du Magic. Par contre en face ils étaient plein badins. Jarrett Allen est au bord de devenir un joueur dominant, en tout cas par moment il l'est. Sur la série il va l'être. Et en play-off, on en parlera avec d'autres séries. Il y a des fois des big men comme ça qui apparaissent sur un match ou deux. Mais ça arrive. Tu vois, Bismack Biyombo avec Toronto qui s'est Brooke payé Lopez, un contrat sur une série de playoffs. Historiquement, le jour où Giannis n'est pas là, quand Cole 33 en demi-finale de conf contre Atlanta, je crois. Voilà. Bon, alors on expédie ça assez vite. On passe à un match qui était bien parti pour être très sympa, et puis qui a été très sympa, mais Anthony Edwards a décidé de faire un sacré match 1 et une victoire finalement assez large de Minnesota contre Phoenix. 33 points pour lui, un peu de trash talk avec Kevin Durant. Et du coup, cette équipe de Minnesota, à qui on promettait quand même un premier tour assez compliqué, là sur le premier match, ça s'est quand même très très bien passé pour les Timberwolves. Extrêmement bien passé. Ensemble, on l'a fait ensemble. Ouais. Ah bah oui, en plus, je voulais mais ouais.
Ah, mais lui, il suit pas. Il a pas assez de Mais non, il y fiches. avait Fenerbahçe contre je sais pas qui, il a pas Mettez-moi regardé. Fred Schwenker à sa place. On veut des fiches. Il a plus de Bah là, on aura des stats surtout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus? Ouais, le trash talk, c'est un trash talk amical. Ça, c'était sympa. Pour ceux qui ne savent pas forcément, quand on voit la réaction d'Anthony Edwards par rapport à Kevin Durant, on pense qu'il lui manque de respect et que c'est pas bien. Il faut savoir que Kevin Durant est l'idole d'Anthony Edwards et que c'est de la vanne gentille. Kevin Durant l'a absolument pas mal pris. Par contre, il a certainement envie de faire différemment. En tout cas, que son équipe fasse différemment au match 2, il n'y a pas eu de match. Très clairement, la défense des Timberwolves était très impressionnante. Honnêtement, j'ai été très agréablement surpris par les Timberwolves sur cette rencontre. Quasiment tous d'ailleurs, parce que c'est au fur et à mesure du match où vraiment Minnesota fait une différence, et une différence folle. C'est très 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 inquiétant pour Phoenix de ce qu'on a vu de ce match 1, mais encore une fois ce n'est qu'un match 1 et vraiment là sur ce match là Minnesota était à fond, le public était à fond, il va falloir répéter, et Phoenix va venir avec d'autres intentions, mais on a quand même le sentiment sur celui-là que l'effectif des Timberwolves a une vraie différence, à commencer par son banc, parce que le banc a fait un carnage pour les uns et un désastre pour les autres. Les Suns, on attend toujours le moment, et c'est arrivé quelques fois, parce qu'ils étaient en péril il y a 2 mois. On les voyait plus en play-in qu'en play-off. Ils ont gagné des gros matchs, en étant bons à des moments, en ayant 2 joueurs majeurs bons. Il leur faut 2 des 3 qui cartonnent. Sans ça, ils n'existent pas. C'est un peu court à l'intérieur avec Youssouf et Eubanks. Il y a des role-players historiques qui ne sont pas utilisés. Je pense à Okogie, à d'autres qui en arrivent à plus servir à rien. Ils sont totalement sortis de la rotation. Totalement sortis de la rotation qui est très réduite. On a eu la défaillance individuelle de, comment s'appelle-t-il, de Devin Booker, qui il sauve peut-être les chiffres, mais il n'existe pas dans le match. Il me semble que lui et Bradley Beal ont subi un contrat sur la tête de la part de Minnesota qui a détruit l'efficacité des deux, même si Bradley Beal a fait preuve de bonne volonté. Une grande équipe n'y arrive pas avec 3 mecs superstars qui dribblent dans tous les sens. On met Kevin Durant à part, donc ça fait un spot de prix. Il faut que les gars comprennent qu'une équipe s'est constituée de rôles. Celui qui s'en est presque le mieux sorti, c'est Royce O'Neal, aux côtés de Kevin Durant, mais ils ont peu existé. Après, une fois si tu dois compter sur Royce O'Neal à chaque fois comme ça va être très très compliqué. Utah, surtout que il est bon dans un match où il en prend une 30 dans la tronche. Youssouf est inexistant. Bien sûr. Il n'est jamais utilisé, très peu servi. Tout ça, il était à côté du match. C'est un tout. Frank Vogel n'a pas réagi. Ils en ont pris une. Ils ont souvent besoin de ça. Faut se méfier du talent. Mais ça ira pas comme ça, bien loin. Bien loin. Par contre, de l'autre côté, j'ai été impressionné par la capacité de rouleau de compresseur physique. Ça te marche dessus. C'est impressionnant. Rudy a été monstrueux dans la dissuasion parce qu'il change complètement les intentions adverses dès que ça arrive dans la raquette. Les mecs, ils font le tour. Ça, c'est écrit nulle part. Mais ça se voit. Positionné, il peut switcher. Même si parfois, il a fait un truc aussi en attaque. On aurait cru Hakeem Olajuwon. Bref. J'ai vu ça sur Twitter. Ça m'a fait rire parce que c'est ça. C'était... Enfin bref, et puis Anthony Edwards, cette espèce de... Alors le truc avec Durant, Xav a 1000 fois raison dans ce qu'il dit, ça fait partie de leur histoire. Lui, c'est un mélange de D-Wade, qui a l'appétit de Kobe, le shoot extérieur, un peu de Kobe, et qui peut aller vers les plus grands s'il fait sur les 16 matchs qu'il faut pour être champion, on va dire, on va lui en souhaiter d'en jouer le plus possible. Sur les 28 matchs potentiels d'un play-off, s'il fait comme ça la moitié des matchs... on va aller visiter Minneapolis. Ah oui, parce que là, il est impressionnant. Il est impressionnant quand il est comme ça. C'est qu'un match 1 de premier round. Mais en tout cas, on l'a dit dans le commentaire avec Xav, pour moi, c'est un statement de la part de Minnesota. S'ils confirment et qu'ils sortent à 2-0, ils vont arriver au match 3 à Phoenix en faisant toc 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 à la porte. Le coup du lapin à la nouvelle année. Ouais, surtout qu'Anthony Edwards, l'année dernière contre Denver, il avait déjà été sacrément bon pour le premier tour. Il y a une confirmation. Ce que tu as fait, confirmation. Ce que tu as fait une fois, il faut le faire 10 fois. Voilà, c'est ça le challenge. Voilà. Knicks Sixers. Alors, celle-là, c'est peut-être une des séries qui faisait le plus saliver les fans, qui faisait aussi le plus saliver Jacques Monclar,
peut-être. Ça dépend d'où. et, et donc victoire des Knicks un peu à l'arrache. J'ai transpiré aussi. Ah, forcément. Avec évidemment un Joel Embiid, le physique de Joel Embiid qui potentiellement est la clé de cette série. Il y a eu une frayeur pour Joel Embiid. Alors même avec un Joel Embiid en forme, ça peut passer pour les Knicks. Et surtout avec des Factor X, Miles McBride et puis Josh Hart aussi, qui ont été excellents coachs sur ce premier match. Alors le physique de Joel Embiid, c'est sa santé, on va l'appeler comme ça, parce que son physique, il n'est pas à fond, bien loin de là, mais le talent de ce joueur est incroyable. Le talent de ce joueur est incroyable, il arrive à magnifier la passe à terre qu'il fait là de 15 mètres, c'est juste sublime. Il a réussi à mettre des paniers à 3 points pour rester dans le match ou faire des écarts, enfin bon, ça a été un superbe match de basket. Alors oui, il y a eu des facteurs X pour les Knicks, mais il valait mieux, parce que DiVincenzo était pas du tout trop là, quoi, pas du tout trop là. Jalen Brunson a été bien ralenti et Tyrese Maxey a confirmé que c'est vraiment un top player. Lui aussi, à l'image d'Anthony Edwards cette année, il tape un grand coup dans la hiérarchie des arrières, et lui aussi, s'il en fait pas trop comme ça cette année, mais dans le futur, je plaisante par rapport aux Knicks, non, ce qu'il fait là, c'est très fort. C'est très très fort. Embiid, pas Embiid, il est là dans des registres différents. Les Sixers ont pas fait un match exceptionnel. Les Knicks ont fait un match correct dans ce qu'ils sont. Oui, ils sont Embiid dépendants. Et en deuxième mi-temps, déjà, il est beaucoup moins efficace qu'en première mi-temps. Voilà. C'est une belle opposition. Tout le monde s'attend à ce qu'il y ait un à la sortie pour aller à Philadelphie. S'il y a 2-0, les Knicks auront des beaux jokers à jouer là-bas. Sinon, Joel Embiid sera encore plus motivé. C'est un guerrier, il faut lui rendre hommage. Parce que jouer, on a vu, il est à 50-60% physiquement. Oui, c'est ce que laissait entendre son coach, et ça semble être quand même une partie qui pourrait durer. Je finis juste, j'imagine au pire, puisque c'est un ménisque, on est d'accord, qui se disent au pire ça va péter. Moi ça me laisse dubitatif, ça peut remettre, enfin je sais pas, j'ai peur pour lui un peu, pour ces Jeux Olympiques, dans sa tête à lui, parce que moi c'est pas mon problème et ça l'a jamais été. Voilà, je sais pas trop. Jouer avec un joueur blessé, c'est dur pour les autres. C'est dur pour les autres. On a affaire à des super joueurs et ils sont capables de réagir. Les Knicks l'ont montré avec Randle, d'autres équipes le montrent. Bref, je sais pas. C'est prendre des risques. Alors c'est peut-être lui qui décide, j'en sais rien. Sûrement, on ne doit pas le forcer pour jouer. Le force rarement à faire quoi que ce soit. Ouais, non, oui, ça on a compris, oui, ça, effectivement. Oui, c'est marrant ce qui se passe parce que on peut évoquer une série, on peut évoquer une équipe et puis une autre. Et finalement, on revient toujours à une seule chose, c'est dire l'importance et le côté, le talent exceptionnel de Joel Embiid, parce que tout se résume finalement à Joel Embiid. On ne parle que de Joel Embiid. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point son apport, ou non-apport pour le coup, est encore plus capital qu'on pourrait l'imaginer. Parce que cette équipe avec, cette équipe sans, on l'a vu, de toute façon, ça n'a strictement rien à voir. Ils ne sont pas nombreux à ce que ce soit à ce point-là, en fait. Moi, je suis bluffé que tout se résume dans cette série. Quand on entend parler de cette série, tout se résume à un seul mec. Vous imaginez à quel point MVP, Xav. Bien sûr, mais c'est même après l'évaluation, c'est quoi? Incroyable. Tu as parlé de apport, mais c'est vrai, non apport. On va mettre en perspective deux choses. 1, blessure plus grave, point d'interrogation. 2, apport trop limité et pas assez influent pour te faire gagner totalement. Est-ce que cet apport-là t'empêche de passer un premier tour contre les Knicks sans lui? Probablement. Oui, je pense probablement. Aussi. Ouais. Donc ils prennent beaucoup de risques. C'est un truc assumé. Moi, je dis pas que j'en prenne trop. Moi, c'est juste le truc. C'est juste la peur qu'on peut avoir, c'est la santé du joueur. Pour le reste, c'est admirable. Rémi nous a répété, et je deviens de plus en plus d'accord que on ne verra pas Joel Embiid aux Jeux Olympiques. Voilà. J'ai vraiment peur de ça pour les Américains. Pour le reste, ça après ils ont ce qu'il faut, ils auront d'autres atouts, mais tout ça pour ça. À l'arrivée, on verra. Mais moi, j'ai peur que ça mette
un Non, terrible mais il coup joue d'arrêt à la blessé. carrière d'Embiid parce qu'il joue blessé. Alors exactement. peut-être qu'ils vont le gérer. C'est pas À n'importe ce quelle moment-là, blessure. C'est à une ce blessure au moment-là, genou. souhaitons la qualif d'Enix, et puis comme ça sera réglé, il ne prendra pas de risque. Quelque part pour Embiid, c'est à se demander si c'est pas ça qu'il faut, parce que on en saura beaucoup plus ce soir. Parce que voilà, c'est quand même une équipe qui, pas de chance, doit rejouer dès ce soir. Et l'enchaînement des matchs, on en parlera certainement tout à l'heure pour d'autres équipes de l'enchaînement des matchs, mais l'enchaînement des matchs pour Joel Embiid aujourd'hui, il est très clairement problématique. 2 matchs en 2 jours, enfin en 3 jours pour le coup, extrêmement difficile pour lui dans son état actuel. Il sera à 100%, pas de souci, mais là, je ne sais pas ce que ça va donner ce soir, on verra. S'il se blesse, ça peut laisser un spot pour Isaiah Hartenstein avec Team Non, USA. Comme il a fait l'Euro 2017 avec l'Allemagne, j'ai checké. Ah, t'as checké. Ah, mais oui. Et du coup, c'est mort. Ah, vous posiez la question? Oui. Non, Jacques, pu vous la dire, celle-là, Jacques il voulait envoyer Hartenstein. Non, je dis ça. Des garçons comme Hartenstein. Ah oui, d'accord, ok. Jarrett Allen. pense que c'est pour lui. Assez vite sur la liste Je pense que aussi. c'est pour lui. Voire même, moi je raisonne de 15 et plus. Alors Jarrett Allen il est un peu plus petit, mais il est très vertical. Voire même Mitchell Robinson, il leur faut un grand sifflet au sacrifice. Parce qu'en face, comme tu peux tomber sur Jokic, tu vas tomber déjà en poule sur Jokic. Donc il faut raisonner que sur 6 matchs. Et il paraît qu'Anthony Davis a du mal face à Jokic. Je crois pas parler. Oui, il a mis des points l'autre jour. On va en parler. Mais il perd. Ah bah ça, oui. On en parlera. Justement, on enchaîne sur Nuggets Lakers. Quel talent! Ah oui, mais en fait, de toute façon, je suis dans l'ordre chronologique. J'ai lu le conducteur. Ouais, il l'a vu. D'un autre côté, il n'y a pas tant de matchs que ça. Hein. Non. Nuggets Lakers. Alors, je sais pas pour ceux qui ont vu le match. En fait, j'avais l'impression d'être en finale de conférence la saison dernière avec des Lakers qui tiennent un peu, et puis quand ça craque complètement. Ouais, et on en fait, il y a eu jamais une match. autre finale de conférence de l'année dernière qui a moins tenu que ça. Hein. Sur la Elle physionomie a fait du match. 14-0 à Boston. Mais non. Les Lakers, ils ont fait un bon match des Lakers, mais ils sont contre le champion en titre qui, en plus, n'a pas fait un mauvais match, en tout cas, qui a fait une bonne deuxième mi-temps. Très bonne deuxième mi-temps. Voilà, avec maîtrisé. des runs, Très maîtrisé. Moi, c'est la maîtrise des Nuggets, moi, qui m'a surpris. Enfin, pas surpris, pardon. Non, c'est pas du tout le bon mot. Qui m'a fait plaisir pour eux, si tu veux. J'ai trouvé qu'il y avait une maîtrise totale en deuxième mi-temps de la part des Nuggets. Et effectivement, très bon match des Lakers. Je vais répéter ce que j'ai dit dans l'émission. Les Lakers, pour moi, sont un tantinet meilleurs que l'année dernière. Les Nuggets, un tantinet moins bon que la saison dernière. L'année dernière, on a eu un 4-0 à 4 matchs serrés. Je ne serais pas surpris qu'on ait à peu près la même chose, mais que cette fois-ci, les Lakers en prennent moins. Voilà. Moi, je les vois en prendre 2. Ouais, ça. Au moins 1, donc 2. Je les vois en prendre... Pas hyper surpris s'il y a 1-1. Sur la durée, je pense que Denver passera. Mais c'est une vraie série, parce que là, quand même, c'est la caricature du backcourt des Lakers. Austin Reeves, c'est beau temps et pluie éparse, et D'Angelo Russell, il n'a pas foutu dedans, donc c'était une journée de pluie. Voilà, donc ils peuvent faire mieux. Après, LeBron et Anthony Davis ont été très très forts. Ils ont subi le joker, mais Anthony Davis, c'est pas tous les coups, a mis dedans, et puis dans le petit périmètre, il recommence à mettre des paniers un peu au large. C'est bien l'arrivée des plays au large, pas trop, parce qu'il faut pas qu'ils s'obsèdent. Mais je les ai trouvés très bien, enfin, dans pas mal de domaines. Je trouve que Darvinham a bien résumé la situation en disant que ce truc, pour appeler ça un analyse, ce truc, c'est quand même dur, quoi, à taper le Denver et les taper 4 fois. Ce qui est sûr, c'est que si jamais ils prennent pas un match très vite, ça peut s'user, parce que les Lakers, ils sont un peu comme ça. C'est marrant ce que tu dis, parce qu'à une époque, on parlait de ça pour LeBron. Battre une fois LeBron, peut-être. Battre 4 fois LeBron, c'est compliqué. Là, aujourd'hui, c'est ce qu'on dit sur Jokic. C'est marrant. Surtout quand c'est l'équipe de LeBron en face. C'est un peu le principe aussi de Kevin Durant. Complètement. Ouais. Celtics Heat sans Jimmy Butler. Ah, on fait pas OKC ? Mais je t'ai dit dans l'ordre chronologique. Ah, chronologique. Ah, oui. Oh. Tu veux faire OKC ? Moi, si tu veux OKC. Non, c'est bien, vas-y. Parce que celle-là... Allez, Celtics. Boston, adresse diabolique, 22 sur 49 à 3 points. Énorme écart jusque dans le troisième quart-temps. Miami a un peu mis la tête hors de l'eau ensuite.
Mais bon, c'était quand même sous contrôle au TD Garden pour les joueurs de Joe Mazzulla. Ouais, bien sûr, un peu en faux semblant quand même le retour de Miami. Mais 20 points d'écart à la parce qu'il y a relâche complet des Celtics, qui n'est pas très sérieux réellement, mais comment tu veux, il arrive exactement la même chose aux Clippers hier soir. C'est des choses qui peuvent arriver. On sait que Miami peut avoir être dangereux par moment, mais franchement, il n'y a pas photo. Non, absolument pas. Surtout sans Jimmy Butler. On s'y attendait quand même à celle-là de l'avoir de la part des Celtics face à un hit qui n'a pas été bon. Tyler Herro qui ne fout pas un panier en début de match. Il y a un écart qui se creuse relativement inexorablement. Il y avait toujours ce 14, là, ça commence par un 14, pas 14-0, mais 14-2, je crois. Il y a un 14-2, 17-4, je crois. On est toujours sur ce 14. Il n'y a que Bam qui met 2 paniers dans les 4-5. Mais absolument pas photo hier soir. On le sait, la série sera beaucoup plus que compliquée pour Miami cette fois. Cette fois, pas comme l'année dernière. L'année dernière, c'était autre chose. Maintenant, c'est Miami, on verra. Ils iront peut-être en chercher 1, 2... 3, je pense pas, mais c'est surtout la domination incroyable de Boston, moi, hier soir, qui m'a bluffé. Ils ont été bons partout. On aurait dit un match de saison régulière, en fait. Tous. Des 3 points, ça rentre, et il n'y a rien à faire, en fait. Porzingis a été énorme. Jalen Brown, Sam Hauser, il prend un feu incroyable, il en met 4 de suite, je crois, à 3 points, et c'est là où se fait la différence. Et derrière, Miami ne peut jamais revenir. Mais comme tu le disais, une adresse à 3 points, mais c'était un délire hier soir ce qu'ils nous ont fait. Tu peux rien faire, 22 sur 49, qui que ce soit en face. Les fans des Celtics, je veux dire, ils étaient contents et rassurés. Enfin bon, c'est un contexte aussi. D'abord, il y a cette attente, c'est le début de ce qui veulent être leur 18e titre. Il y en avait partout dans la salle. Ils sont remontés comme des coucous. Ils sautent sur le poil de Miami, qui 48 heures après une qualif, et où tu décompresses toujours un peu, quand même, parce que bon, ils ont en play-off, patin à coup fin. Ils débarquent, on parle tous de Butler, mais il manque Rozier. Il y a un Duncan Robinson qui vient de rentrer. Ils ont foutu un contrat sur la tête de Tyler Herro. T'enlèves des points, tu lui fais faire des écarts, des pertes de balles, et il n'y a pas d'installation de jeu. Donc une fois que tu as dit ça, c'était la démerde pour tout le monde. Bam Adebayo, un peu de Jaime Jaquez qui a sauvé les meubles. Lui dans l'énergie, très bien. Incroyable. Magnifique joueur. Le miracle, c'est qu'à la mi-temps, il y a encore un match. Et puis ça explose gentiment. Alors moi, je veux bien Sam Hauser, mais j'ai vu des choses, des mauvais choix de Jalen Brown, j'ai vu des excès. Bon, Sam Hauser c'était pas parfait. Qui met dedans, mais qui n'était pas au diapason. Et à un moment, quand ils reviennent dans le match, Miami, ils profitent de ça, ils le jouent à chaque fois. Dans le mode Austin Reeves, c'est-à-dire que tu le joues et tu marques des points. Le petit Peyton Pritchard, je l'ai trouvé excellentissime. Après, celui qui change tout pour eux, on connaît Tatum and Brown, même si Brown, je l'ai trouvé un peu désordonné. Il était en dessous hier. Désordonné, c'est Porzingis. Wow. Incroyable. Il fait un chantier et puis il dissuade lui aussi. Voilà, il est à l'étage. Quant aux autres, s'ils ne récupèrent pas des joueurs, il va falloir qu'ils sortent la boîte à malice. Il n'a pas trop fait zone. Ou tard. La première zone qu'il a fait, il prend un Sam Hauser 3 points sur la tête. Oui, c'est vrai. Non, c'est une des premières. Premières, mais déjà il en avait fait un petit peu avant. Moi, Sam Hauser, je le trouve pas au niveau physiquement. C'est un bon shooter rebondeur, mais attention, ils l'ont joué à chaque fois. Reprenez les images. Ils l'ont joué à chaque fois et il a coûté une dizaine de points aussi, mais très vite. Voilà, c'est le seul bémol. Pour le reste, ils sont impressionnants. Voilà, on verra. Je pense pas qu'en jouant à la courette, tu puisses les jouer. Il faut les jouer à la guerre, les emmener sur autre chose. Sans ça, Boston est trop fort. Clippers Mavericks, ça faisait partie des séries, des séries sur le papier qui doivent être très serrées. Encore plus sans Kawhi Leonard hier soir pour Los Angeles. Et en fait, aux grandes dames de Xénévotion, plutôt content pour les Clippers, mais on espérait un match un peu plus serré, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est là où je suis déçu, c'est que il y a un tel écart à un moment du match. Je crois qu'on arrive à 29. Je crois que c'est 29 le plus gros écart. En première mi-temps. Ouais. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas possible. Je m'attendais pas du tout à avoir des Dallas aussi loin, à avoir des Clippers aussi justes dans un premier temps. Parce que là, c'est pareil. Il y a un vrai faux retour. Un petit peu plus tard dans la partie, qui a été calmé un peu sur le tard par les Clippers, mais ils le gagnent. Waouh, incroyable. Donc je suis autant je sais pas, peut-être que je me suis fait hyper par la fin de saison incroyable des Mavericks et très décevante des Clippers.
Mais là, hier soir, il n'y a pas eu photo. Hein. Il n'y a absolument pas eu photo. Je m'attends à complètement autre chose au match 2. Ça peut pas rester comme ça, c'est pas possible. Terriblement déçu par Dallas hier soir. Ouais. Ou bluffé par les Clippers, j'en sais rien, prenez comme vous voulez, je m'en fous. Mais je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait 29 points à un moment ou à un autre dans la rencontre. Pas comme ça. Ça sera vraiment la série la plus serrée du premier tour pour toi, Jacques? J'ai un truc, le truc qui me surprend le plus, c'est Lucas en conférence de presse qui dit que sur la manière de jouer, il est titillé, il n'était pas de bonne humeur évidemment, et à la fin du match, et il dit mais on a gagné tant de matchs depuis le 20 février, patin, coup, enfin, c'est un autre combat, et ils y étaient pas prêts. Et ils se sont fait rentrer dedans, et ils ont payé la note. Zubac. Ils se sont fait poster sur Zubac, alors que Gafford, qui a de la dimension physique, il l'a travaillé techniquement, il était sous le cercle, ils ont bien joué autour, et ils l'ont arrosé. Zubac a été une cible, elle a été obtenue. Le contrat a mis sur couper complètement Kyrie de la balle, parce que Luka la porte, et quand Kyrie l'a coupé complètement Luka, et les laissé s'enferrer dans des dribbles qui se finissaient par des 1 contre 1 qui en début de match n'était pas là. Tu rajoutes que pour la première fois depuis quasiment le All-Star Game, James Harden a fait un match à bloc. Et que même défensivement, je l'ai vu se rester face à la balle sur Luka Doncic. Je l'ai vu faire des choses. Ce qu'ont fait les Clippers est hyper intéressant. Ce que n'ont pas fait les Mavs est assez évident pour qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas y arriver s'ils ne donnent pas l'intensité, s'ils ne partagent pas aussi, si on ne pose pas des gros écrans pour libérer les mecs qui sont sous pression d'un défenseur qui se met comme une paire de bretelles sans donner aucune aide. Ça correspond pratiquement à une double boîte ce qu'ils font en alternance. Il va falloir qu'ils réfléchissent à tout ça. Et on peut penser aussi que si il y avait Kawhi dans cet effectif, déjà en ayant pris celui-là, il vaudrait mieux pour Dallas gagner le deuxième. Sans ça, ils vont être en péril. Se faire bouffer comme ils se sont fait bouffer, parce que c'est un faux semblant la fin de match. Oui, Kyrie met ses points à un moment où encore ça compte. Luka, beaucoup moins. Kyrie, dès qu'il a été libéré, il a mis dedans de manière insolente. Mais globalement, les Clippers, ils ont fait un super truc. Paul George a été magnifique et James Harden est un plus total quand il est comme ça. Ouais, 28 points Westbrook. pour lui. Oh bah, ouais. 23 minutes, il va te faire un alley-oop. Ils étaient heureux. Et encore, Norm Powell n'a pas été hors norme. Ouais. Terrence Mann a fait un super boulot défensif. Tellement sous-coté, lui. Alors, non, ils ont fait un bon match. Et si Kawhi était là pour renforcer leur poste 4, puis Jay Washington de l'autre côté a existé 5 minutes et puis sorti des radars, Luka a emmené un peu tout le monde dans sa galère, et Kyrie a montré le bout du nez quand c'était trop tard, même si, à moins 15, à 4 minutes, tu te dis, ils peuvent encore. Ouais, pourquoi parce pas. Parce qu'on les sent forts. Lively est passé à travers aussi, même si ici ou là, il a fait des trucs pas mal. Ils n'étaient pas au niveau d'ingrédients pour un premier match de play-off. James Harden était réveillé. Très largement réveillé. Jusqu'où ça va aller, ça? Parce qu'il faut se souvenir que de décembre à février, la meilleure équipe de NBA, ce sont les Clippers. Ouais. Et puis surtout, ça donne peut-être aussi plus de temps à Kawhi pour se soigner, potentiellement, pour revenir dans la... Non, il faut jouer là. Tout de suite, il faut revenir à la match 2 là. Ouais. À l'Ouest, tu peux pas. Non, mais tu dis le deuxième à domicile, tu peux peut-être le jouer aussi sans lui. S'ils sont 2-0, ouais, méfie-toi. Prends encore c'est devant toi, même si Paul George a été magnifique hier soir. Autant plier la série le plus tôt possible. C'est là où tu auras du repos aussi. Hein. Ouais. Et oui. Mais à mon avis, la série, elle sera pas pliée comme ça. Non. Il nous reste pas longtemps et on a encore 2 séries à débriefer. C'est surprenant. Bucks Pacers, Lillard 35 points. qu'en première mi-temps, il n'a pas marqué en deuxième mi-temps, ça c'est quand même dingue. Pas de Giannis Antetokounmpo et Indiana qui a marqué que 94 points, j'ai quand même vérifié. Ça leur est jamais arrivé cette saison de mettre aussi peu. Jamais arrivé. C'est sûr que quand il y a un match en 140, il est pour eux. Voilà. Un match à 90, il sera pour l'adversaire. Ça, avec eux, on les connaît. Hein. Très bon Pascal Siakam, malgré tout. Mais la première mi-temps de Damian Lillard est absolument
incroyable. On a parlé de statement tout à l'heure, là c'est match statement sans Giannis. Qu'il a fait, mais quel carnage. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il aura fait. Non, par contre, il y en a un qui n'est pas du tout au niveau, c'est Tyrese Haliburton. 8 points, 9 passes, je crois. 8 points, mais parce qu'il ne prend pas énormément de shoot, donc ils ont parfaitement défendu, ils ont parfaitement joué sur lui. Gros match des Bucks, enfin énorme première mi-temps en tout cas des Bucks et surtout de Damian Lillard. Très bon match de Chris Middleton. Et l'importance de Middleton, on l'a encore vu justement hier. Non, bravo aux Bucks. Là aussi, il y avait remettre un petit peu les pendules à l'heure parce qu'ils en ont pris quand même plein la gueule ces derniers temps, sans doute à juste titre d'ailleurs. On va voir ce que ça va donner, mais celui d'hier, il est beau. Très bien joué. Indiana, pour moi, confirme qu'il faut changer de manière de jouer à ce moment de l'année. Quant aux Bucks, et je vais faire court, tout ce que dit Xavier, c'est là, quoi. Lillard a été insensé, mais il est quand même très loin il a perdu beaucoup de crédit pour l'instant jusqu'ici. Et sans Giannis, je les avais vus, on l'avait commenté ensemble déjà, bien joué. Ouais. Bien joué. Et battu Phoenix, je crois. Voilà, c'est battu Phoenix. Et ils sont capables de faire des très bonnes choses. Le début de match, tu vois Brook Lopez qui fait des contres, l'autre qui met dedans dans tous les sens. Il y a de l'énergie, Connaughton qui met un panier à 3 points avec faute. Enfin, il y a eu combat un petit moment, et puis voilà, ils sont passés dessus, et puis Lillard a été magique. Et on verra. Voilà. Vas-y. Je pense qu'Indiana doit en tirer les leçons. Match 2, on verra. Je pense que les Bucks vont passer, mais relativement tranquillement. Ah oui, carrément. Ouais. Je sais pas, on verra parce qu'il y a vraiment autre chose à montrer, surtout de la part d'Haliburton qui doit pour moi être au ça niveau fait un où on moment l'attend. qu'il est comme ça. Hein. Oui. Et contrairement aux Bucks, ça faisait un moment qu'eux n'étaient pas bons, mais avoir tout fait pour éviter Philadelphie, finalement, ils ont complètement lâché la fin de saison, donc on ne savait pas vraiment où en étaient les Bucks. Pas me faire croire qu'il y a des matchs qu'ils n'ont pas laissé tomber. Hein. On va pas me la faire celle-là, parce que quand on voit ce qu'ils ont sorti hier, apparemment ton calcul a peut-être été pas si c'est mauvais très que ça. difficile à faire et je sais pas. Toujours risqué aussi. Ouais. Ah bah oui. Dernière série, Oklahoma City, New Orleans. Ah, enfin un vrai match. Ah, là, celui-là, il a été serré. Et les Pelicans, qui sont quand même pas passés loin de faire un gros coup. Ouais. Retour pour Oklahoma City après 5 ans sans play-off. Et malgré l'absence de Zion, un Brandon Ingram qui n'a pas été très bon, bien défendu par Lou Dort. Il n'y a eu que 2 points d'écart, 94-92. Bien pour OKC, mais c'est déjà une grosse occasion manquée pour New Orleans, parce qu'on a coutume de dire qu'à l'extérieur, quand il y en a un qui se présente, il faut le prendre. À l'extérieur ou à domicile, peu importe. Mais quand ça passe comme ça passera peut-être pas derrière. Donc là, celui-là, ils le prennent, oui, et là, tu lances complètement la série. Tu le prends pas pour rien, pour un shoot, un in and out de McCollum à la dernière seconde. Celui-là, il était devant eux, ils l'ont pas pris. Et ça risque effectivement d'être en tout cas, ça déclenche quelque chose dans la série. OKC n'a pas été incroyable hier soir, sauf sur la fin où vraiment on voit l'apport d'un certain Chet Holmgren qui est très 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 important. Jalen Williams, Shea, voilà. Shea, ce qu'il met, c'est fou. Oh là là. Quel joueur exceptionnel. Il y a quand même un truc, moi. Alors oui, on peut dire que les Pels ont laissé passer une occasion, effectivement. Est-ce que OKC est un numéro 1 de régnant ? C'est un numéro 1 qui est beau comme tous les numéros 1. Enfin, ils auraient fini 3e, c'était la même. Un match, tout joue en un match, on le rappelle. Est-ce que les Pels sont un 8e normal ? Non plus. Ils ont passé leur temps dans les 6 premiers. C'était 5-6 toute la saison. Sur une embrouille de fin de saison, des conneries. Ouais. Ils se retrouvent 8. Ils enchaînent 48 heures après, ils vont à OKC, l'attente autour, et effectivement, moi j'appelle pas ça une déception, j'appelle que quand même on risque d'avoir une série plus compliquée qu'un 8 normal. On n'a pas affaire à Miami-Boston, les enfants, là, quand même, pour l'instant.
Donc les Pels ont montré des choses. Moi, je trouve que physiquement, il y a des mecs comme Najee Marshall, par exemple, qui sont en train d'apparaître. On connaît les Murphy, les Herb Jones, on connaît cette équipe. Hier, McCollum, il a un ballon pour gagner. Chez le premier, c'est pas arrivé souvent dans l'histoire que les huitièmes sortent les premiers. Donc, belle série à venir. Ok, ici, Shea règle le truc à la fin, mais il est moins dominant qu'il a pu l'être en saison régulière. Chet Holmgren est vraiment la valeur ajoutée de cette équipe. Oui, à l'intérieur, il change tout. Maintenant, voilà, ils en ont gagné un, ok, ici, mais ils se rendent compte que si c'est comme ça tous les matchs pour aller jusqu'au bout. Alors, il y a un truc pour OKC, c'est que il termine premier de la saison régulière, donc de facto, automatiquement, théoriquement, favori pour aller au bout. Moi, là où j'attends OKC maintenant, c'est la saison prochaine. C'est-à-dire que pour moi, ils sont toujours en phase d'apprentissage. Ils vont apprendre beaucoup sur ces playoffs. Mais que l'année prochaine, c'est objectif titre et rien d'autre. Je leur en voudrais pas si là, ils se font sortir en demi-finale de conf. Enfin, s'ils sont pas au bout, je leur en voudrais pas. Je trouve qu'ils sont en avance par rapport à ce qui était prévu et que dès la saison prochaine, ils pourront plus se cacher. Et qu'avec un Holmgren sur une saison 2, la progression de Jalen Williams, de Shai Gilgeous-Alexander qui est un potentiel MVP, l'année prochaine, c'est titre enfin, pas rien d'autre, mais c'est objectif titre. Là, ils peuvent plus se cacher. Xavier, il y a aussi des années où, par exemple, en ce moment, à l'Ouest, on enlève du paysage une équipe qui aurait dû être par là, c'est Memphis. Bien sûr. Parce que Memphis sera là, t'as raison. L'année prochaine, ça va être beaucoup plus compliqué. Moi, j'ai toujours tendance à me dire qu'il faut prendre quand c'est là. Les progressions graduelles, elles existent, bien sûr, ça existe à la construction, mais il arrive un moment où quand c'est là, il y a des bonnes années. C'est le principe de la draft. Cette année, il y a des mecs qui vont être entre le premier et le 7e de la draft, numéro 1 et numéro 7, qui auraient dû normalement 13 entre guillemets, être entre 15 et 20 ou 25 une autre année. Voilà, c'est comme ça. Il y a des saisons, et cette année, à l'Ouest, tout le monde se dit, bon, Boston, parce qu'il y a une telle marge a priori, on verra bien au fil du temps, mais a priori c'est ça. À l'Ouest, même si Denver a fait des bonnes choses, même si OKC a gagné la saison régulière, même si Minnesota impressionnante. J'ai plus en tête vos brackets pour vous. Qui champion? Je l'ai pas fait, moi. Vous avez pas fait? Voilà. Non, champion Boston. Comme ça évite de se tromper. Non, mais si tu me demandes, je peux te les faire. Je peux te le dire rapidement. Parce que mon truc du premier tour, je crois que je pense que les favoris passent, sauf Dallas contre les Clippers. Mais pour le reste, celui qui est au-dessus bat celui qui est en dessous. Sur mon premier tour, c'est ça que j'aurais fait. Boston à la fin, ouais. Ok. Contre Denver en finale. Qui va être champion. Je raisonne plus par conférence. Boston devrait sortir, même s'ils auront du mal à battre les Knicks en finale. Non, je peux j'ai mis Denver Knicks en finale. Pour rigoler, j'ai mis les Knicks en finale. Et de l'autre côté, j'attends de voir si Minnesota... T'as mis Denver Knicks? Moi, j'ai mis Denver Knicks en finale NBA. Ok. C'est bien. Alors, je dis finale de conférence, mais allez, pour le kiff, j'ai dit finale NBA. Non, mais tu peux viser des blessures à Boston, tu vois, un Porzingis qui est plus là. Non, mais moi, tu vois, Boston, pour moi, ça va faire pchit. C'est couillu. Tu verras. C'est con, c'est couillu. Miles McBride, il va éteindre Boston. On verra. Les garçons qui peuvent éclore, je pense... J'étais impressionné par la dimension physique de Minnesota. On verra tout ça. Les Clippers, Kawhi ou pas Kawhi. Dallas se mettre en mode playoff. Parce que autour, ça a été trop faible. Hardaway est dans le sac. Enfin bref. Vous regardez l'heure là. C'est là. Il faut y aller, on a une vie extra à faire. On a un peu débordé. Merci à tous les deux pour votre disponibilité. On vous rappelle, si vous avez apprécié ce podcast, si vous appréciez ce podcast, abonnez-vous, likez en commentaire, mettez des petites étoiles, ça nous aide à être mieux présents sur les plateformes audio. Jacques me regarde avec un regard, je comprends pas. Si, tu vois ce que je veux dire? Mettre les étoiles sur. Si, c'est un influenceur. Tu parles, ouais. Allez, rendez-vous vendredi pour un nouveau numéro. Ciao. Ce mec-là, il faut l'enfermer. C'est pas possible.